Europe 1. Mais en attendant, le journal de 7 heures présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On est en droit de se poser la question ce matin. Nos enfants auront-ils tous un enseignant la semaine prochaine ? Il manque 4000 professeurs en France. Dans certaines académies, la situation est très compliquée. C'est le cas par exemple à Créteil, où les 1000 contractuels recrutés par le rectorat ne suffiront pas. C'est dans cette académie que se rend le ministre de l'Éducation ce matin, Pape Ndiaye, qui vit sa première rentrée scolaire avec des défis colossaux, Arthur Delaborde. Oui, très prudent depuis sa nomination, Pape Ndiaye va devoir s'affirmer et prendre rapidement des décisions fortes. Pénurie de profs, mixité sociale dans les établissements ou encore réforme du lycée professionnel. Les sujets brûlants ne manquent pas en cette rentrée pour cet intellectuel novice en politique. Arrivé rue de Grenelle en mai dernier avec la double étiquette d'anti-Blanquer et d'homme de gauche. Il incarnait alors une promesse de rupture pour donner des gages à des enseignants souvent très remontés contre les décisions d'Emmanuel Macron en matière d'éducation. 3 mois après, Pape Ndiaye apparaît toujours comme pris en tenaille entre d'un côté la ligne laïque universaliste portée par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer et la ligne multiculturaliste défendue par une partie de la gauche et en particulier la NUPES. Comment concilier ces deux visions aussi opposées ? Pour le moment, le ministre de l'Éducation a livré peu d'éléments de réponse, optant surtout pour la discrétion. Souvent muet lors de ses déplacements, il s'est montré jusqu'ici consensuel lors de ses rares prises de parole. Mais chacun sait qu'en politique et à un poste aussi exposé, la méthode consistant à souffler le chaud et le froid ne peut durer qu'un temps. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors cette rentrée des classes, c'est aussi un défi pour le portefeuille des parents. Les prix des fournitures scolaires ont augmenté, c'est ceux des repas aussi. Oui, conséquence de l'inflation, les cantines scolaires coûteront plus cher cette année. Mais qui va s'acquitter de la facture ? Dans certaines communes, Geoffrey Branger, la mairie s'est portée volontaire pour préserver le budget des familles. Oui, à Saint-Dié-des-Vosges par exemple, pas d'augmentation des tarifs. C'est la mairie qui va prendre à sa charge les surcoûts. Le maire Bruno Toussaint reconnaît qu'il faudra faire des économies ailleurs. Une de nos pistes principales, ce sera un effort au niveau de la ville, au niveau du chauffage, en baissant d'1 degré au début ou en gagnant quelques jours de chauffe, de manière à économiser davantage, de manière à ce que les enfants puissent avoir un bon repas chaud par jour à un prix tout à fait correct. Un effort nécessaire pour certaines familles qui n'ont pas de gros moyens. J'ai également eu depuis cette annonce un parent au téléphone qui m'a clairement annoncé que si la ville ne faisait pas les efforts, il ne serait plus en mesure de mettre ses enfants à la cantine. Du côté d'Avignon, la mairie va même encore plus loin. Les tarifs de cantine vont baisser en cette rentrée pour aider les parents à regagner un peu de pouvoir d'achat. Un cas à part, selon l'Association des maires de France, la moitié des communes vont être obligées de répercuter cette hausse du prix des repas scolaires sur les familles. Geoffrey Branger. Elles aussi vont coûter plus cher. Les pièces automobiles ont augmenté en moyenne de 10% sur un an. Et c'est ce que révèle le comparateur idgarage.com en se basant sur 3 millions de devis. En cause, les hausses des prix de l'énergie et du transport, mais aussi la crise Covid en Chine. En France, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que les tarifs sont les plus élevés. Le moins cher, le centre Val-de-Loire. Les précisions du directeur marketing d'Idgarage, Fabien Borsa. L'augmentation qu'on constate varie entre 5 et 16%. L'huile est la plus touchée avec 16%. Par exemple, pour la révision qui est l'entretien le plus classique, le plus fréquent, c'est 265 € en moyenne sur la France cette année contre 256 l'année dernière. La Croix Distribution, elle, c'est 556 € par rapport à 522. Donc des hausses qui peuvent quand même atteindre plusieurs dizaines d'euros. Aujourd'hui, les garagistes font vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de limiter cette hausse. Mais leur marge de manœuvre, elle est forcément un peu limitée. On a des prestations qui passent au forfait pour essayer toujours de réduire un peu la facture des automobilistes. Mais forcément, à un moment donné, les garagistes ont aussi des entreprises à faire tourner. Si je devais donner un conseil aux automobilistes, c'est comparer les prix autour de soi, pas forcément juste sur 1 ou 2 kilomètres, mais en élargissant un peu la zone, on peut quand même réussir aujourd'hui à faire baisser sa facture. Fabien Borsa au micro européen d'Aurélien Fleuron. Enfin, une bonne nouvelle, il y en a malgré tout pour votre porte-monnaie. Si vous avez déjà payé la redevance télé cette année, eh bien les remboursements commenceront en septembre. Mais aucune démarche à effectuer, ce sera automatique pour les 23 millions de contribuables concernés. Notez qu'aucun avis d'imposition à la contribution audiovisuelle ne sera émis cette année. La situation économique et sociale du pays qui sera sans doute au menu du dîner entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ce soir. Une soirée de travail avant le premier conseil des ministres qui est prévu demain à l'Élysée. Au programme pouvoir d'achat, crise énergétique, budget et urgence climatique. Et pendant ce temps, Gérald Darmanin achève sa visite à Mayotte. Avec une nouvelle annonce, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer compte proposer dès la semaine prochaine au président de la République l'ouverture de lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Et ce serait encadré par les militaires. 7h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. L'étranger.
change. Les États-Unis, l'entreprise Ford, condamnée à plus d'1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Oui, pour avoir caché un défaut de construction sur l'un de ses véhicules, défaut qui a coûté la vie à un couple d'automobilistes en 2014. Montant exact de l'amende, 1,7 milliard, Nicolas Pinault. Oui, cette amende astronomique a fait chuter de 5% hier le cours de l'action de Ford à Wall Street. Le tribunal de l'État de Géorgie estime que le constructeur automobile ne pouvait pas ignorer le défaut de conception sur son véhicule. En cause, la fragilité du toit de son pick-up, le F250, produit entre 1999 et 2016, et qui ne résisterait pas au choc en cas d'accident. C'est ce qui aurait entraîné la mort d'un couple d'agriculteurs en 2014, écrasés par l'habitacle du véhicule après plusieurs tonneaux sur l'autoroute. Preuve que Ford était au courant du problème, selon les avocats des plaignants. Des modifications importantes sur le toit des F250 ont été opérées par Ford dès 2017. La justice a donc donné raison aux enfants des deux victimes en punissant le géant automobile. Une amende d'1,7 milliard de dollars. 75% iront dans les caisses de l'État de Géorgie. Ça fait quand même plus de 400 millions de dollars pour les plaignants. Ford assure de son côté que ces voitures sont sûres et va faire appel de cette décision. Nicolas Pinault, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. À l'étranger toujours, 9000 soldats ukrainiens ont perdu la vie depuis le début de la guerre. Annonce de Kiev hier, c'est 6000 soldats de plus en 4 mois. Face à ce conflit qui dure, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a proposé hier d'organiser un entraînement militaire pour les militaires ukrainiens. Et de son côté, Vladimir Poutine accuse clairement l'Ukraine de terrorisme. Oui, le président russe est convaincu que c'est Kiev qui a organisé l'explosion de la voiture de l'idéologue russe Alexandre Douguine. Explosion dans laquelle sa fille Daria Dougina a perdu la vie samedi. Retour en France. Cela fait 3 jours maintenant que le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes fonctionne, on peut dire, à l'aveuglette. Et oui, dans la nuit de samedi à dimanche, l'établissement a été victime d'une cyberattaque. Résultat, plus d'accès au dossier des patients, ni même à leur répartition dans l'hôpital. Qui est dans quelle chambre ? Les hackers menacent de divulguer les informations privées du personnel et des patients. Ils réclament une rançon de 10 millions de dollars. La question qui se pose dans ce genre de cas, William Molinier, c'est toujours la même. Faut-il payer ? Les consignes des autorités sont claires. Ne surtout pas payer la rançon en cas de cyberattaque. D'abord pour ne pas alimenter en fond les hackers, mais aussi parce que rien ne garantit un retour des données, comme l'explique Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez EZ France. Payer la rançon n'est pas une solution. Bien souvent, même quand on paye, on ne retrouve pas pour autant l'intégralité de son système d'information opérationnel. Parce que toutes les machines et ou les serveurs qui ont été chiffrés, eh bien, il faut intervenir dessus, il faut les remettre en fonctionnement. Certaines entreprises sont parfois amenées à payer cette rançon pour utiliser dans l'urgence leur système informatique. D'autres parce que ça leur coûterait plus cher de faire appel à une société privée pour remettre en marche leurs serveurs. Quoi qu'il en soit, cet argent versé n'est pas remboursé par les assurances. Dans des situations très critiques, le GIGN est, selon nos informations, déjà intervenu pour entrer en contact et négocier directement avec les hackers. Objectif, gagner du temps et surtout recueillir des indices pour tenter de les localiser et de les interpeller dans un second temps. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. On termine ce journal, Fanny, dans l'arrière-pays niçois, au cœur de la vallée de la Roya, un lieu enchanteur, mais un lieu qui reprend vie après 2 années particulièrement difficiles. Oui, à l'automne 2020, on s'en souvient, les paysages n'avaient plus rien de magique, ravagés par les intempéries, défigurés par les pluies cévenoles. On n'avait pas vu autant d'infrastructures détruites depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la vallée s'est relevée. Cette année, les touristes sont même revenus. Le reportage de notre correspondant dans la région, Frédéric Michel. Imaginez la détresse de ce que les gens ont pu supporter pendant tous ces mois. Puis en plus, on essaye de faire fonctionner l'économie. Ça ne peut être qu'un plus pour les gens qui habitent ici. Comme cette habitante de l'île, les touristes sont revenus nombreux cet été dans la vallée de la Roya, empruntant le train des merveilles ou la route, rendue à nouveau praticable après des mois de travaux. Maintenant, on circule mais très bien. Vous descendez sur Nice en 1h30, vous y êtes. Carole Tozello de l'Office de tourisme de Tende. Plus de visiteurs, plus de moyens d'accès, c'était de la survie. Maintenant, tout a réouvert, dont l'officine de pharmacie et 2 autres commerces d'alimentation. On a une céramiste qui a quitté les Yvelines pour venir s'installer. Amoureux de la vallée, 2 jeunes frères et leurs compagnes ont décidé de s'installer à l'année, d'ouvrir une épicerie. Nous, on est remonté en vacances 1 an après la catastrophe et vraiment, ça nous a choqué de voir qu'il n'y avait plus aucune activité, plus rien. Donc nous, oui, on a décidé d'ouvrir quelque chose et puis pour le bien de tout le monde. Christophe est un enfant du pays, il tient un bar à Tende et vient d'investir dans un nouveau commerce. J'ai ouvert un snack dans le vieux village qui fait glaciers, crêpes, pour faire revivre un peu notre village. Reste un point noir, l'accès est toujours difficile avec l'Italie voisine. Pourtant, cette liaison est essentielle pour la vallée. Dans la Roya, Frédéric Michel,
Europe 1. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure.